Ah putain, mais il a pas droit. Qui a eu cette idée? Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Quoi le maquillage? Bah, je reviens de la manif. Comment ça, quelle manif? Les gens, on est le 8 mars, journée de... Non, pas journée de la femme, mais on n'était pas loin. La journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors, je vais aller me débarbouiller la face et je vais lancer l'intro en attendant. Il y a des films qui nous sont présentés comme des légendes. Des œuvres au statut incontestable et dont les défauts sont somme toute insignifiants face à la façon dont ils contribuent à l'aura du 7e art. Et l'un de ces films, c'est Autant en emporte le vent. Sorti à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Autant en emporte le vent a immédiatement conquis le public, avec ses intrigues amoureuses mielleuses et sa vision nostalgique d'un pan majeur de l'histoire des États-Unis. Rien de bien étonnant suite à une campagne de com ingénieusement ficelée, et puisque le roman qu'il adapte est un pilier de la littérature américaine à l'époque. Quand j'ai vu le film pour la première fois, à l'âge de 20 ans à peu près si je me souviens bien, on me l'avait vendu comme une des plus grandes histoires d'amour de l'histoire du cinéma, et un film avec un personnage de femme forte et super indépendante. Eh ben putain, paye ton arnaque. En plus des problèmes de ton vu que la réalisation est passée entre les mains de 3 personnes différentes, les problèmes techniques et de rythme, l'histoire d'amour entre Red Butler et Scarlett O'Hara est ultra malsaine. Mais en plus, historiquement et idéologiquement parlant, mon Dieu, ce que ce film est sale! Même si on n'en est pas au niveau de Naissance d'une nation, film de D.W. Griffith qui avait tellement glorifié le Ku Klux Klan qu'il avait conduit à la renaissance de ce groupuscule, les sudistes se sont quand même montrés comme les victimes de l'avidité de l'armée de l'Union, qui a détruit un mode de vie montré comme pacifiste et idéal alors qu'il était entièrement basé sur l'exploitation d'un groupe d'individus traités de la façon la plus inhumaine possible. D'ailleurs, quand les Noirs, qu'on désigne comme des gens à l'intelligence limitée, ne sont pas montrés comme parfaitement satisfaits et heureux de leur sort d'esclaves auprès des Blancs, ils deviennent de grosses feignasses refusant de travailler ou des criminels. Et vous allez pouvoir voter. Et vous allez voter comme nous autres. Auriez-vous une place dans cette voiture pour un gars qui se meut? Il n'aurait jamais de place pour un salaud de sudiste, mort ou vivant. Tâche de les guerpir. Décampez, bande de mendiants. Mais qui quoi, ils ont gagné la guerre? La vision biaisée du studio sur la guerre de sécession, puisqu'il était possible d'adopter le point de vue du camp confédéré sans leur donner raison ou adopter leur révisionnisme, et l'aspect extrêmement raciste sont difficilement contestables aujourd'hui, puisque même au moment de la sortie en 1939, la représentation des personnes africaines-américaines dans le film avait soulevé beaucoup de protestations. Quant à l'aspect féministe que beaucoup de critiques essaient d'imposer au film depuis plusieurs années, lors de mon premier visionnage, je m'étais demandé comment on pouvait voir ce personnage égoïste, infantile et juste profondément méchant comme un modèle ou au moins comme un grand personnage féminin. Et en fait, en revoyant le film de nombreuses fois, je me suis rendu compte que cette question était un peu plus épineuse que je l'avais pensé au départ. La Scarlett O'Hara du film commence comme l'archétype des riches demoiselles du Sud américain du 19e siècle. Très belle, capricieuse, s'amusant de l'effet de ses charmes et étant obsédée à l'idée de trouver un homme à aimer et à épouser. Que ce soit dans sa personnalité ou dans ses actes, elle est le fruit de son époque, de ses mœurs et de la façon dont on éduquait les femmes. Il fallait qu'elles soient belles, de bonnes épouses, de bonnes maîtresses de maison, qu'elles soient modestes et soumises. Oh, voyons, mademoiselle Scarlett, soyez mignonne et mangez au moins quelque chose. Non! J'ai l'impression qu'il me regarde comme s'il m'avait déjà vu toute nue. Scarlett! Je ne trouverai jamais de terme assez vil pour placer votre conduite. Bon, ok, pour ces 2 derniers points, c'était mal barré dès le départ. Pendant le conflit, elle renonce à son travail d'infirmière parce qu'elle ne supporte plus de voir des mourants et des blessés. Quant à ses amours, si le film affirme que son cœur balance entre le timide Ashley Wilkes et le fougueux Red Butler, elle aura en tout 3 époux, qu'elle épousera plus par dépit que par envie à cause de son obsession infantile pour Ashley, et plutôt pour leur bonne situation. Si, à nos yeux contemporains, cette attitude nous semble cupide et malhonnête, puisqu'elle joue des sentiments sincères que ces hommes éprouvent pour elle afin d'obtenir ce qu'elle veut, il ne faut pas oublier quelle était la situation des femmes à l'époque à laquelle se passe le film. I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money.
Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. Scarlett ne peut avoir l'homme dont elle est amoureuse et elle a perdu son confort matériel après la guerre, alors qu'elle était habituée à un certain train de vie. Donc, même si son attitude nous rebute, il est compréhensible qu'elle soit prête à tout pour subvenir à ses besoins et à ceux des siens, dont elle est désormais responsable, mais on va y revenir. Et si le fait qu'elle cherche toujours à obtenir les faveurs d'hommes déjà fiancés... Trouvez-vous ça gentil d'avoir emmené votre don Juan de frère pour briser mon pauvre petit cœur de campagnarde? Regarde Scarlett, elle avait toujours ignoré Charles et maintenant sous prétexte qu'il te fait la cour, elle cherche à lui tourner la tête. Vous savez, Charles Hamilton et Ralph Calvert veulent que je m'asseye auprès d'eux au pique-nique, mais je leur ai répondu que je vous l'avais déjà promis. Il n'y a pas de quoi s'amuser, regarde là. C'est à ton soupirant maintenant. Et quand même assez salopard pour ses petites camarades, je trouve qu'on pardonne quand même très facilement aux mecs concernés sous prétexte qu'ils sont gentils et un peu benets. On parle quand même d'hommes prêts à abandonner leur fiancé dès qu'une pimprenelle leur fait les yeux doux. On parle pas de victimes innocentes là, on parle plutôt de gros queutards. Bon, ok pour Frank Kennedy, son deuxième mari, elle lui a fait croire que sa fiancée allait en épouser un autre, mais vu que c'est un membre du Ku Klux Klan et qu'il meurt alors qu'il était parti avec les autres membres du groupe brûler les maisons d'esclaves affranchis, il mérite bien tout ce que lui fait subir Scarlett. Mon chou, si vous rentriez à la maison en même temps que votre Billy Poppet, laissez-moi la paix, et ne m'appelez plus mon chou. Très bien. Cette interprétation assez négative vient surtout de la vision du réalisateur qui est resté le plus longtemps sur le tournage, préféré par le producteur mégalo David Selznick, et s'est donc retrouvé le seul à être crédité au générique, Victor Fleming. Ce dernier venait tout juste de sortir du tournage du Magicien d'Oz et a enchaîné avec cette super production, ce qui ne manquera pas de l'envoyer au repos pendant 1 mois. Il détestait le personnage de Scarlett, ne voyant en elle qu'une allumeuse immature, et était furieux de voir l'actrice principale Vivian Leigh se ramener sur le tournage avec une copie du roman de Margaret Mitchell et lui demander de donner un aspect plus sympathique à son personnage. Jusqu'à lui hurler un jour au visage « Vous pouvez prendre le script et vous le mettre dans votre royale derrière d'anglaise ». On est sur de la très très grande classe. Du coup, Selznick et Fleming ont omis d'écrire la moindre ligne de dialogue qui expliquerait les motivations de Scarlett et ont privilégié des dialogues à l'eau de rose ou qu'aucun scénariste digne de ce nom ne penserait à inclure dans un script. C'est impossible. Ashley n'aime que moi. Scarlett, quelle mouche a bien pu la piquer tout d'un coup? Ashley ne sait pas que je l'aime. Mais il faut que je lui dise que je l'aime. Alors il renoncera à Mélanie. Mélanie, tout ça c'est ta faute. Je te déteste. Je hais l'enfant que tu portes. Si je n'avais pas promis à Ashley. La transformation de Scarlett, du moins en termes de motivation, se produit lors de la deuxième partie du film. Pendant la première partie, tout va tourner pour Scarlett autour du beau Ashley, de son amour pour lui et de son désir de le détourner de sa femme Mélanie. Mais après avoir survécu à l'assaut des soldats de l'Union sur la ville d'Atlanta et être retournée à Tara, la plantation de coton de sa famille, elle découvre que les nordistes ont tout pillé, que sa mère est morte et que son père a perdu la raison. Elle se retrouve, par la force des choses, la seule à pouvoir prendre la tête de la famille et subvenir aux besoins de tout le monde. Et dans une œuvre datant de la première moitié du XXe siècle, c'est fort d'avoir un personnage féminin qui ne se définit pas par son statut d'épouse ou de mère. C'est elle qui prend les décisions pour le reste de la famille, ses mariages sont de simples transactions économiques pour subvenir aux besoins des siens, elle dirige une entreprise, et dans ses relations, c'est elle qui a le rôle actif, c'est elle qui séduit et impose le rythme. Par contre, un aspect progressiste du film que je ne m'attendais absolument pas à trouver, c'est le personnage de Belle Watling. Belle Watling est une prostituée vivant à Atlanta, et dont un des amis et clients réguliers n'est autre que Red Butler, ce qui ne manque pas de faire crever Scarlett de jalousie. Et je pensais vraiment pas trouver ça dans un film datant de la fin des années 30, mais Autant n'emporte le vent parvient à montrer une image très positive des travailleuses du sexe. Elle est indépendante, c'est une femme qui travaille et s'en sort extrêmement bien financièrement. Comment est-ce à l'intérieur? On dit qu'il y a des lustres de cristal, des rideaux de brocart et des glaces par douzaine. Bon, t'es divine, madame, mise un peu de tenue, voyons. Mais surtout, elle est montrée comme profondément gentille et morale, n'hésitant pas à aider plusieurs fois les autres personnages quand ils sont en difficulté, que ce soit en donnant de l'argent à l'hôpital ou en abritant chez elle les hommes pourchassés par les soldats nordistes. Si on oublie qu'elle est du côté de gens qui défendent un système raciste basé sur l'esclavage et la maltraitance de tout un groupe ethnique, bien sûr. On montre même qu'elle est amoureuse de Rhett, mais le pousse quand même à retourner auprès de Scarlett parce qu'elle connaît les sentiments qu'il a pour elle.
Quand les autres personnages féminins la rejettent du fait de sa profession, jugée immorale, Belle reçoit du soutien de la part du personnage désigné comme le plus moral et admirable du film, Mélanie, l'épouse d'Ashley. Dites, Mme Wilkes, s'il vous arrive de me rencontrer dans la rue, ne vous croyez pas obligé de me parler. Je comprendrai. Je serai fière de vous saluer. Fière de vous témoigner ma reconnaissance. Malheureusement, la dimension un tant soit peu féministe du film s'arrête là. Parce que pour le reste... Là où j'ai le plus de problèmes, c'est dans la relation avec les deux principaux hommes de sa vie. La différence entre Ashley Wilkes et Rhett Butler est typique des histoires d'amour à l'eau de rose, où l'héroïne principale hésite entre un homme doux et rêveur, mais de qui elle est tragiquement séparée par le destin, et un homme un peu plus fougueux, voire brutal, mais avec qui elle va découvrir la passion. Rhett est le seul homme avec lequel elle n'est pas en position de force. Le film essaie de montrer ça comme une relation honnête où les deux sont sur un pied d'égalité et sont parfaitement conscients des défauts l'un de l'autre. Et si le film tape juste avec quelques scènes... Nous avons dû choquer la Confédération, Scarlett. C'est aussi périlleux que de forcer le bloc Luciac. C'est pire. Mais j'espère bien en tirer un profit substantiel. Oh, je me moque de ce que vous espérez, du qu'en ira-t-on. Je ne pense qu'à danser, danser. Cette nuit, ça me serait égal de danser avec Abraham Lincoln lui-même. Cette idée est quand même mise à mal par le fait que chacune de leurs scènes se finit par une engueulade, que Rhett passe son temps à infantiliser Scarlett tout en la draguant, et que leurs deux premiers baisers sont forcés. J'en profite pour faire un petit rappel à la loi, un baiser forcé est aujourd'hui considéré comme une agression sexuelle. Mais le pire se produit après leur mariage. Scarlett est surprise par ses voisines dans les bras d'Ashley, et toute la ville finit par être au courant, y compris Rhett. Après avoir obligé son épouse à se montrer en public pour faire mentir la rumeur, les deux époux se retrouvent autour d'un verre de brandy. Rhett, furieux que la femme qu'il aime soit encore obsédée par son amour de jeunesse, commence sérieusement à partir en vrille. Regardez mes mains, ma chère. Je pourrais vous réduire en bouillie avec ces mains. Et vers la fin de la scène, on a ça. Cette nuit, vous ne me l'interdirez pas. Oui, vous ne rêvez pas, Rhett vient bien d'emporter sa femme malgré sa réticence pour coucher avec elle. Et juste après... Alors déjà, il y a que les déchets qui font du mal aux personnes qu'il ou elle sont censées aimer. Ensuite, prendre sa moitié de force, ce n'est pas un signe de passion, mais un moyen de domination et de pouvoir. Et enfin, il s'agit d'un viol conjugal, circonstance aggravante en cas de plainte. Le montage avec fondu au noir entre le moment où Rhett emporte sa femme vers la chambre alors qu'elle dit non et le moment où elle se réveille toute contente de ce rapport montre comme acceptable et léger qu'un homme force sa femme à coucher avec lui. J'avais beaucoup bu et mon Dieu, j'ai perdu mon sang-froid au spectacle de vos charmes. Rien dans les scènes précédentes ne nous montre que Scarlett voulait que Rhett réagisse comme ça ou qu'elle pourrait apprécier ce genre de réaction. Qu'est-ce qui s'est passé les deux dernières fois où il l'a forcée ? Vous êtes faite pour l'amour. Aucun des idiots que vous avez connus ne vous avait embrassé comme ça. Non, décidément, cette relation est à vomir et le fait qu'elle soit encore présentée comme un exemple de grande histoire d'amour passionnelle montre qu'il va quand même falloir ouvrir les yeux sur la façon dont on dépeint les relations hétéros dans la fiction. Si vous n'étiez pas une femme, je vous casserais la figure. En tout cas, à l'avenir, tâchez de peser vos mots. Je me suis toujours dit qu'une raclée avec un bon fouet vous ferait un bien immense. Mais les relations de Scarlett avec les autres femmes ne sont pas vraiment mieux. Scarlett est en constante rivalité avec le reste des personnages féminins, que ce soit ses sœurs, Belle Watling ou la sœur d'Ashley. Cette rivalité la pousse d'ailleurs à ne pas hésiter à voler les fiancés des autres si elle y trouve son intérêt. Elle a osé se marier avec M. Kennedy. C'était mon fiancé et son mari. Pour sauver Sarah, il faut que tu la comprennes. Mais la plus grande rivale de Scarlett reste bien sûr Mélanie, l'épouse d'Ashley, qui va étrangement devenir sa seule véritable amie. Bonne nuit, Scarlett chérie. Je pourrais te casser les reins. L'opposition des deux femmes ne vient pas seulement de leur amour pour le même homme, mais de leur différence de caractère. Mélanie incarne tout ce que l'on attribue arbitrairement à la féminité. Épouse fidèle et dévouée, mère aimante, elle est douce, généreuse, aimable, tolérante, calme, tandis que Scarlett est colérique, égoïste, immature et manipulatrice. On a donc une opposition entre la femme forte et pleine de défauts et la femme soumise aux règles du patriarcat est montrée comme parfaite. On montre d'ailleurs la femme qui veut travailler et choisit de ne plus avoir d'enfants comme une garce insupportable,
Alors que la mère au foyer qui ne peut pas avoir plus d'un enfant à cause d'un premier accouchement tragique qui l'empêche de retomber enceinte, comme un modèle de morale. De plus, Scarlett est assez hypocrite. Elle prétend se moquer des conventions, mais uniquement quand ça l'arrange. Elle se préoccupe en fait beaucoup de ce que la société pense d'elle et de sa réputation. Encore une danse et ma réputation est à jamais perdue. Si vous avez du courage, vous pouvez vous passer de réputation. Vous tenez des propos scandaleux. Ces pantalons de dentelle. Il n'y a plus une seule femme à Paris qui ait des pantalons comme les vôtres. Oh, mais alors que... Je vous interdis de parler de ces choses-là. Espèce d'hypocrite. Ce qui vous choque, ce n'est pas que je connaisse ces détails, mais que j'en parle. C'est pour l'homme, le plaisir. Oh, taisez-vous, tout le monde va vous entendre. India a eu l'audace. Oui, ma chère, India a parlé. La ville tout entière est au courant de votre conduite. Vous auriez dû tuer ces colporteurs de ragots. Alors, pour le personnage qui casse le moule et sort du carcan de ce qu'on attend des femmes au cinéma, vous êtes gentils, on repassera. Enfin, il est temps d'aborder une problématique principale du mouvement féministe depuis quelques années, l'intersectionnalité. L'intersectionnalité étudie les formes de domination, non pas comme séparées les unes des autres, mais se nouant entre elles, avec l'idée que les oppressions liées à la couleur de peau, la classe sociale, le genre ou l'orientation sexuelle ne sont pas cloisonnées et ne peuvent pas être efficacement combattues si on s'y attaque séparément. Le mouvement féministe était au départ pensé par des femmes blanches pour des femmes blanches, en mettant de côté les problèmes spécifiques de racisme ou de LGBTphobie, par exemple, qu'une partie des femmes rencontrent au quotidien. Et ce manque d'intersectionnalité, on le retrouve aussi dans Autant n'emporte le vent. Et avec des yeux contemporains, ça passe plus. On a vu précédemment que quand les Noirs n'étaient pas montrés comme des serviteurs dociles et benets, ce n'était jamais à leur avantage. Les deux seuls personnages féminins noirs du film sont des servantes de Scarlett. Mama, sa nourrice qui passe son temps à lui faire des remontrances, et Prissy, petite servante maladroite et infantile. La première montre du caractère et est capable de critiquer ses maîtres, mais reste malgré tout au service des Blancs et leur reste dévouée ainsi qu'à leurs valeurs après la défaite du Sud et l'abolition de l'esclavage. Quant à Prissy, elle est montrée comme menteuse, fainéante et régulièrement violentée par Scarlett. Butterfly McQueen avait détesté son rôle à cause de la mauvaise image qu'il donnait de sa communauté, et Hattie McDaniel, qui fut quand même la première actrice noire à recevoir un Oscar, ici celui du meilleur second rôle féminin, a été très critiquée par la communauté africaine-américaine, puisqu'elle véhiculait l'image de la bonne qui critique un peu ses maîtres blancs, mais qui reste quand même à leur service. Ce à quoi Hattie McDaniel avait répondu qu'elle préférait jouer une bonne pour 700$ la semaine, plutôt que d'en être une pour 7$ la semaine. Et voilà une des grandes raisons pour laquelle je ne peux pas voir Scarlett comme une grande héroïne. Un personnage féminin intéressant et complexe, certes, pourquoi pas, mais sûrement pas un modèle féministe comme beaucoup le prétendent. Scarlett conserve tout au long du film une relation de pouvoir avec les deux autres personnages féminins racisés du film, sans remettre une seule fois en question cette relation, ni le racisme de la société dans laquelle elle a grandi. Que l'histoire se passe entre 1861 et 1873 ou que le film soit sorti en 1939, je m'en cogne. Il n'était pas obligatoire d'être aussi partisan sur la question de la perte de la culture esclavagiste sudiste et de faire une représentation raciste de la communauté noire américaine. Où vais-je aller? Que vais-je devenir? Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Je ne peux pas aimer et soutenir les personnages blancs d'un film si tous les autres personnages non blancs sont montrés de façon volontaire, d'une façon aussi insultante. C'est juste pas possible. Il y a une semaine tout juste, j'ai sorti une vidéo où je questionne le fait de permettre à des professionnels de continuer à exercer un métier qui leur apporte du pouvoir et les moyens financiers d'échapper à la moindre conséquence. Suite à cette vidéo, et même avant, on m'avait souvent posé la question suivante. On en fait quoi des œuvres de ces gens ? Une fois qu'on a établi qu'ils ne peuvent plus en tirer le moindre intérêt, est-ce qu'on va arrêter d'écouter la musique de Wagner l'antisémite, de lire les écrits de Lewis Carroll le pédophile, ou de regarder les films de Hitchcock le harceleur? Et quand ce sont, non les auteurs et les autrices, mais les œuvres elles-mêmes qui présentent des idées condamnables. En général, la question de l'influence d'un film sur la société fait débat quand il s'agit de violence à l'écran. Mais quand il s'agit de valeurs conservatrices, là le débat devient plus brumeux. Je suis heureuse que les boîtes de prod semblent privilégier un discours progressiste qui appelle au respect et à la liberté de toutes les communautés, même si elles s'y prennent parfois très mal, et c'est peu de le dire. Mais pour ce qui est des œuvres déjà existantes, le problème vient peut-être de comment on les introduit à un nouveau public et comment on éduque ce public. En fait, j'ai aucun problème à ce qu'on montre Autant n'emporte le vent, ou même des films encore plus immondes comme Naissance d'une nation. En revanche, il faut expliquer au public le problème de la manipulation des images au service d'un discours dangereux. Regardez Autant n'emporte le vent, pas de souci.
En revanche, ne venez pas me dire que ce film ne présente pas un discours raciste ou qu'il ne prône pas la culture du viol. Profitons du cinéma en adultes responsables en gardant notre esprit critique éveillé. Soyons des acteurs actifs de cet art, de ce média. Ne gobons pas bêtement ce qu'on nous montre, mais soyons conscients et conscientes de ce qu'on nous présente. Sur ce, je vous souhaite un très bon 8 mars, surtout à toutes mes abonnées, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salutations!